podcast Parole d'Histoire consacré à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire. Vous retrouvez toutes les informations sur le podcast, sur le site paroledhistoire.fr. Et comme vous l'avez reconnu, on va aujourd'hui parler de la série et des livres Game of Thrones. Pour fêter les 1 an du podcast Parole d'Histoire et vous remercier aussi tous et toutes de votre écoute, nous allons parler aujourd'hui de l'événement culturel, de divertissement de ce mois d'avril 2019, puisque c'est la 8e saison de Game of Thrones qui va bientôt commencer, dimanche soir aux États-Unis, et donc très, très vite après pour nous. Pour en parler, je suis avec Aurélie Passy, bonjour. Bonjour. Qui est doctorante à Paris 1 en histoire ancienne, histoire de la Mésopotamie, des pouvoirs locaux en Mésopotamie plus précisément, et qui est aussi vice-présidente de l'association La Garde de Nuit, qui réfléchit à Game of Thrones, qui essaye de proposer des analyses, qui soude aussi un peu la communauté des gens que ça intéresse. Alors peut-être avant de commencer la discussion, qui va porter un peu sur la façon dont cette série de livres, Song of Ice and Fire, et puis ensuite la série qui a été adaptée sur la chaîne HBO et qui est diffusée en ce moment, on va parler de la façon dont l'histoire y est présente par des parallèles historiques, certains assez évidents, et puis présente aussi peut-être d'autres manières auxquelles on va essayer de réfléchir. Juste avant, est-ce bien sérieux pour des historiens de s'intéresser à Game of Thrones ? C'est une objection même que des étudiants m'ont faite, alors évacuons-le peut-être dès le début. Oui, effectivement, c'est une question à laquelle j'ai déjà été confrontée. Parce que tout ce qui est fantasy, science-fiction, enfin littérature liée à la pop culture, ce qu'on appelle généralement la pop culture, est souvent mal considéré par rapport à la grande littérature, etc., à des sujets considérés comme sérieux. Mais ça a été revu, la place de la science-fiction, fantasy, pop culture, etc., a quand même pris du galon depuis le début des années 2000, notamment avec les adaptations cinématographiques du Seigneur des Anneaux, avec la deuxième trilogie de Star Wars, et on est dans une vague vraiment où toutes ces thématiques en fait commencent à être vues, à être considérées, alors non seulement par des professeurs, par tout autre genre de personnes. Oui, on pense qu'il y a pas mal de thésards qui sont actuellement en train de plancher sur Game of Thrones dans différents exactement. domaines. Et aussi par des universitaires. Donc on pense à Anne Besson, par exemple, qui a fait de la fantasy, science-fiction, etc. son gros sujet d'étude. Justine Breton, qu'on avait reçu aussi, à ce micro. exactement, voilà. On a William Blanc aussi, et pareil, Justine, parce qu'on s'était déjà rencontrés avec Justine. Il y a Florian Besson, etc., qui travaillent plus spécifiquement sur Game of Thrones. Et donc c'est un sujet qui commence à être vu de façon sérieuse. Et ce qui est normal, parce que ce n'est pas parce que c'est de la fiction que les thématiques qui sont abordées ne sont pas sérieuses, que ce n'est pas traité avec sérieux. Et on le voit particulièrement avec Le Trône de Fer, et Game of Thrones, qui est son adaptation en série, c'est que énormément de sujets entre guillemets historiques, questions de succession, de légitimité, etc., sont traités de façon extrêmement approfondie et le texte est d'une telle richesse qu'il y a énormément de choses à dire, que ce soit sur le plan politique, philosophique, historique, géographique, etc. Et c'est une très bonne chose que les universitaires et autres s'intéressent au sujet. Alors pour se convaincre de cet intérêt, si vous allez sur le site Academia, qui n'est pas forcément la meilleure référence, mais qui donne juste une estimation, il y avait eu 21 pages d'articles différents sur Game of Thrones. Il y a aussi beaucoup de sites et de blogs que l'on peut signaler. Celui de La Garde de Nuit, évidemment, qu'on vous conseille. Il y a aussi un blog qui s'appelle History Behind Game of Thrones. Alors, avec plein de choses intéressantes, pas toujours très sérieuses, mais il y a des choses discutables, mais il y a quand même plein de choses intéressantes. Je signale aussi ça fait réfléchir. Je signale aussi un livre qui paraît tout juste de Caroline Larrington, Winter is Coming, les racines médiévales de Game of Thrones, qui paraît chez Passé Composé. On n'a pas pu le consulter, en tout cas moi j'ai pas pu le consulter parce que je crois que ça vient de paraître. Aurélie ramené, mais on va pouvoir le feuilleter peut-être, mais pas
pas le lire évidemment en détail. On précise donc évidemment on ne cherche pas l'exhaustivité, on va renvoyer évidemment pour tous les détails par exemple de la guerre des roses, les détails considérablement compliqués de la guerre des roses, on ne va pas tout raconter au micro, mais vous pouvez aller lire évidemment pour prolonger. On précise aussi qu'on n'est ni l'un ni l'autre médiéviste, donc on va essayer de ne pas dire trop de bêtises dans le domaine. Alors peut-être pour commencer, l'histoire dans Game of Thrones, c'est quelque chose qui est assumé, revendiqué par l'auteur lui-même, George R. R. Martin, qui a toujours dit dans les interviews qu'il donne assez fréquemment, que ses fans lui reprochent de donner, parce qu'ils disent au lieu de donner des interviews, il faudrait qu'il finisse le tome 6, mais bon, il a toujours dit dans les interviews qu'il s'était inspiré de l'histoire, qu'il a lu beaucoup d'histoires, qu'il a lu aussi beaucoup de romans historiques. Alors, est-ce qu'on peut faire peut-être le point sur quelles sont les sources d'inspiration affichées, revendiquées par l'auteur lui-même ? Oui, alors George Martin, donc, c'est quelqu'un qui a fait des études de journalisme, mais pendant ses études de journalisme, il a suivi des cours d'histoire. Et il raconte notamment dans une de ses interviews son rapport, enfin quelque chose qui l'a marqué, un épisode qui l'a marqué, c'est quand il a étudié l'histoire de la Scandinavie en particulier. Donc c'est pas étonnant qu'on retrouve pas mal de références à la Scandinavie, aux mythologies nordiques dans le Trône de Fer. Et c'est quelque chose qui, alors pas ça uniquement, mais qui lui a donné envie de rajouter des références historiques dans ses textes. Et le tout premier texte que lui a écrit en tant que fiction, c'est une nouvelle qui s'appelle La Forteresse, et qui est en fait une fiction historique sur la chute de la forteresse d'Helsinki pendant la guerre de Finlande, en fait, au XIXe siècle. Il a, avec son professeur, il a vu, plutôt que de rendre une disserte, en fait, il a rendu sa fiction historique. Et depuis, en fait, il s'appuie énormément sur pas mal d'éléments historiques, en fait, pour faire ses nouvelles, parce que George Martin, c'est avant tout quelqu'un qui a écrit beaucoup de nouvelles avant le Trône de Fer. Oui, c'est un succès très tardif. Il a acquis une célébrité planétaire sur le tard. À partir de 96 et surtout avec la série. Alors qu'il a passé des années comme soutien à Hollywood, écrivant des scénarios pour des séries relativement mineures, beaucoup de fantasy, beaucoup de science-fiction aussi. Voilà, il a une vie avant Game of Thrones. C'est ça, exactement. Il a plusieurs romans, quelques romans, jamais de suite. Donc voilà, c'est drôle de voir qu'il galère un petit peu à faire sa suite, mais bon, on ne lui en veut pas qu'il prenne son temps, son œuvre est déjà riche. Et c'est quelqu'un donc, qui a une passion vraiment dévorante pour, en particulier, l'histoire médiévale et aussi pour l'histoire antique, un peu pour la moderne, etc. Il collectionne, par exemple, les figurines de chevaliers. Chez lui, il en a toute une collection, c'est assez drôle. Il avait 2 chats qui s'appelaient Caligula et Augustus. Donc donner son Caligula un nom de chat, je trouve ça très drôle. Et donc il s'est pas mal renseigné pour faire le Trône de Fer, pour construire le Trône de Fer. Alors il dit lui-même que les livres universitaires c'est pas trop son kiff. Il préfère lire des fictions historiques effectivement parce que ça lui donne des anecdotes qui lui permettent de relever l'intérêt, le roman. Lui il écrit les romans. Alors parmi ces fictions historiques, il y en a une qui va intéresser les auditeurs, lecteurs, lectrices françaises. Et françaises, c'est Maurice Druon, Les Rois Maudits, immense saga romanesque, absolument fascinante elle-même, et en fait qui a été pour lui une source explicite d'inspiration. C'est ça, et c'est quelque chose qu'il dit tout le temps, à quasiment toutes les interviews, il cite Maurice Druon, donc avec sa saga des Rois Maudits, qui revient en fait sur la succession de Philippe IV le Bel, qui est surnommé le Roi de Fer, donc que son trône de fer s'appelle ainsi, c'est probablement un clin d'œil. Et donc c'est cette période-là qui précède la guerre de 100 ans qui l'a vraiment influencé. C'est quelque chose qui revendique qu'il a même écrit la préface de la nouvelle traduction, non pas de la nouvelle traduction, de la nouvelle édition en anglais. En anglais, de Maurice Druon. Et donc ça a eu un impact assez important. Et effectivement c'est intéressant parce qu'on retrouve les mêmes thématiques au sein de sa saga, qui est une saga qui est très très tournée vers l'histoire politique. Et puis qui est aussi polyphonique. Question de succession, et puis aussi la polyphonie, c'est-à-dire des personnages multiples, certains au plus haut sommet, évidemment Philippe le Bel, ses filles, etc., et puis d'autres qui sont des personnages pas forcément modestes, mais qui sont en plus des rouages, un banquier italien, et puis son jeune neveu, si je me souviens bien. Donc autrement dit, il fait coexister plusieurs personnages, et ça c'est une caractéristique des romans, évidemment, des romans avec des chapitres à la première personne, avec tout un univers de personnages, des romans de George Martin. C'est ça, on a effectivement, George Martin, le système
système qu'on appelle le système point de vue, où on suit chaque personnage dans ses pensées, et on a donc non seulement une multitude de personnages. Sur la saga de George Martin, on doit avoir 400 personnages principaux et beaucoup plus qui sont pas nommés ou qui apparaissent ponctuellement. Et on a aussi plusieurs intrigues qui partent un petit peu à droite à gauche, qui s'entremêlent, qui se séparent, et effectivement un petit peu comme les rois maudits, où on utilise, alors on voit non seulement les rois du haut de l'État, mais aussi des choses un petit peu plus basses, et on retrouve un petit peu le même système chez George Martin, où on commence en suivant des personnages donc soit de la noblesse, soit de la royauté, mais on commence à suivre aussi d'autres personnages. On suit des chevaliers, on suit, alors surtout dans les épisodes et les prologues, des gens du peuple, en fait, donc un peu plus commun. On reviendra à cette question parce qu'elle est aussi intéressante sur le type d'histoire qui est mise en scène, parce que c'est quand même avant tout une histoire des puissants. Je pense qu'on pourra y revenir un petit peu plus tard. Il y a un autre romancier qui est Thomas Costain, qui l'a beaucoup lu. Alors c'est peut-être moins familier pour ceux qui nous écoutent en France. Est-ce qu'on peut le présenter? Alors Thomas Costain, c'est un journaliste, donc fin 19e, début 20e, il est mort en 1965, qui a commencé par écrire des romans historiques, et il y en a deux qui ont particulièrement marqué George Martin, Le Calice d'argent et La Rose noire, à tel point que dans le Trône de fer, on a une maison qui s'appelle la maison Costain, et dont le blason, c'est un écartelé avec un calice d'argent et une rose noire. Il y a pas mal de références comme ça chez George Martin. Et ensuite, il a commencé à se pencher vers des romans un peu plus historiques, qui vont plus brasser des événements historiques, sans être des romans, enfin des livres universitaires. Mais il a écrit une histoire de Guillaume le Conquérant et surtout une histoire des Plantagenets en 4 volumes que George Martin cite comme étant ses références. Et ce qui a plu à George Martin dans cet ouvrage, c'est que c'était quelque chose qui était romancé, justement, qu'il ne s'intéressait pas trop aux changements économiques, etc., mais que c'était vraiment une histoire avec une certaine dynamique, et c'est ce que George Martin cherche à faire. Alors du coup, cette histoire des Plantagenets, ça nous amène à l'histoire britannique, et évidemment, c'est sans doute là qu'il y a le parallèle historique le plus visible, en tout cas pour le premier volume des livres, la première saison de la série, c'est ce fameux conflit entre les Stark et les Lannister dans l'univers romanesque, et donc ça renvoie au York et au Lancaster, la guerre des roses. Alors, disons, il faut qu'on en dise un mot quand même, parce que c'est vraiment le parallèle peut-être le plus évident, qui a été vu dès c'est ça, et que lui ne cesse de dire. C'est en fait une guerre, alors civile ou de succession, pour le qualifier, je vais laisser les spécialistes le faire, mais qui, à la milieu-fin du XVe siècle, a opposé 2 branches en fait des Plantagenets, les York et les Lancaster, qui ont succédé, donc, alors c'est au roi, je crois, Édouard III, ils descendent chacun de 2 fils de Édouard III, et là, ça se place dans un contexte de rivalité assez générale entre plusieurs familles en Angleterre. C'est une histoire où on a un roi qui est un roi réputé comme faible, qui est en proie à des crises, et donc un roi Lancaster, qui a un régent et un lord protecteur, qui est Édouard de York, qui va commencer à vouloir affirmer ses prétentions au trône. Donc ça se fait clairement pas tout de suite, parce qu'il y a toute une question de légitimité qu'il faut qu'il construise pour accéder au trône. Mais c'est une guerre donc, qui oppose ces 2 branches-là, qui dure 30 ans, donc il y a énormément de rebondissements, c'est très très riche, donc on vous laisse découvrir les détails dans les livres, mais qui met en scène de multiples acteurs, des batailles, des retournements de situation, qui met aussi en avant l'importance de certains personnages, de certains généraux, de certains nobles. Par exemple, on a un personnage qui s'appelle Richard Neville, qui est le comte de Warwick, qu'on surnomme le faiseur de rois, qui a inspiré George Martin pour pas moins de 3 personnages. On a le personnage de Tywin Lannister, qui effectivement ce grand manipulateur, personnage qui ne veut pas le pouvoir pour lui-même, en tout cas pas avoir la couronne, mais qui préfère être dans l'ombre, le faiseur de roi, effectivement, c'est celui qui contrôle les souverains. Et qui met en place, qui vraiment met toute une protection autour de son petit-fils Geoffrey Baratheon sur le trône de fer pour maintenir le pouvoir. On a aussi un personnage qui, dans la série,
série, on le connaît, mais qui n'a pas du tout le même rôle dans les livres, c'est Barristan Selmy, qui, à un moment donné, donc là on est vraiment, donc attention spoiler, tome 5, qui, au moment où Daenerys se fait enlever par son dragon, eh bien, devient, pas le roi, mais celui... Une sorte de régent. Voilà, c'est ça, sorte de régent pour maintenir le pouvoir à Meereen. Et il y a un chapitre qui s'appelle Le Faiseur de Reines dans ce tome 5. Et le troisième personnage, alors là, il faut aller piocher dans l'univers de George Martin, parce qu'il a créé un univers très très long avec plusieurs milliers d'années d'histoire. C'est un personnage qui s'appelle Criston Cole, qui était le Lord Commandant de la garde royale à l'époque d'une guerre de succession qui s'appelle la Danse des Dragons, qui, par son action, en se ralliant à un certain prétendant, en fait, a énormément pesé dans cette guerre de succession. Alors on voit à quel point ça vient irriguer tout le matériau romanesque. Voilà. Cette guerre des roses, elle est intéressante aussi parce que ce qui met fin, d'une certaine façon, c'est quand même l'invasion d'un personnage qui est loin. Et donc, de la même manière qu'on a dans les romans et la série Daenerys qui est loin et qui va venir essayer de conquérir cet immense continent, et bien là, on a Henri Tudor qui est en France et qui va avec une armée d'invasion. Et ce thème de l'invasion du conquérant, finalement, c'est quelque chose qu'on trouve à nombreuses reprises dans l'histoire. On pense aussi à Guillaume le Conquérant, évidemment, la conquête normande de l'Angleterre. Donc ça, c'est quelque chose. Ce sont aussi des parallèles qui sont assumés. Alors justement, en parlant de Guillaume le Conquérant, donc en parlant du monde médiéval, c'est l'occasion peut-être de dire à quel point cet univers romanesque de George Martin, c'est aussi un univers qui est à la fois historique et géographique. C'est une géographie historique qui fait se confronter, et moi c'est ce que je trouve d'ailleurs de plus intéressant, différentes périodes, mais dans différents espaces. C'est-à-dire que c'est moins une succession chronologique que finalement des périodes qui coexistent. On va avoir au nord un mur qui rappelle le mur d'Adrien de la période romaine, et puis on va avoir au centre de ce continent un univers, disons-le, féodal, du Moyen-Âge central, et puis si on traverse la mer, on va être plus dans un monde antique. Alors, comment ça fonctionne ? Est-ce qu'on peut identifier comme ça un peu des régions à des périodes ? Oui, tout à fait. Alors, on est dans un monde... Alors, sur le temps long, il y a 12 000 ans d'histoire, mais l'évolution de ce monde-là, elle se fait à la marge, en fait. Il y a des évolutions historiques au sein du Trône de Fer, mais ça se fait à la marge. Et du coup, l'histoire, en fait, elle est beaucoup plus géographique qu'autre chose. On a Westeros, là où se déroule l'action principale, où on suit le plus de personnages, qui, effectivement, rappelle le Moyen-Âge. En particulier les Moyen-Âge des 13e, 14e siècle, comme c'est souvent le cas en fantasy. Un Moyen-Âge plus ou moins fantasmé, on est dans un univers de fantasy. Voilà, avec tous les marqueurs, à la fois de la fantasy, et puis des romans de chevalerie, type Ivanhoé, le tournoi, exactement, les tournois, on a une place du chevalier qui est vraiment très 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 importante. Mais même au sein de Westeros, en fait, on a plusieurs Moyen-Âge. Le Nord, par exemple, avec un univers qui est un peu froid, avec des châteaux assez énormes, massifs, etc., peut rappeler plutôt le haut Moyen-Âge, on va dire 9e, 10e siècle. Même s'il n'y avait pas de château à l'époque. Mais ouais, oui, voilà, mais dans l'imaginaire, je parle de l'imaginaire. Dans l'imaginaire associé au Moyen-Âge, c'est ça, c'est les gros châteaux. C'est les châteaux qu'on retrouve en Angleterre, par exemple, qui sont bien sûr plus tardifs. On a aussi, avec la région du Bief et des terres de l'Ouest, un Moyen-Âge qui est, on va dire, plus éclatant, avec des châteaux qui... Même parfois vont aller taper dans la Renaissance, le château de Haut-Jardin par exemple. Alors pas dans la série, mais dans les livres, il est vraiment décrit comme étant un bijou, quelque chose de très beau, très fleuri, etc. Donc ça fait plus appel à l'imaginaire de la Renaissance. On aurait l'Andalousie médiévale au sud avec Dorne. Avec Dorne, effectivement. Et d'ailleurs c'est intéressant de voir qu'ils sont allés tourner à l'Alcazar de Séville, toutes les scènes avec Dorne dans la série. Même s'ils ont un peu massacré Dorne dans la série. C'est pas les meilleurs passages. C'est ça. On a un petit peu sur les marges les îles de fer qui renvoient à l'imaginaire viking. Alors ça renvoie toujours à l'imaginaire parce que c'est un peuple de pillards en fait. La devise des Greyjoy, c'est nous ne semons pas, et qui suit une doctrine qu'on appelle la voie antique, qui en fait c'est pour aller piller les territoires, ce que n'étaient pas les vikings. Mais voilà, ça renvoie à cet imaginaire-là. Donc un grand continent très composite, mais qui d'une manière ou d'une autre se rattache à un univers médiévalisant. C'est ça, voilà, médiévalisant. Et puis si on traverse la mer, là on est quand même avec d'autres logiques, avec d'autres organisations composites elles aussi. Tout à fait. Alors ce qui est intéressant, c'est que quand on traverse le détroit,
on arrive sur les cités libres. Il y a 9 cités libres qui tirent leurs inspirations à la fois de l'histoire antique, de l'histoire médiévale et de l'histoire moderne. Avec, on pense tout de suite au titan de Bravos, qui tout de suite rappelle le colosse de Rhodes. Rappelons-le, le titan de Bravos, c'est cette immense statue qui enjambe l'entrée du port de la cité de Bravos, qui est une cité marchande qui évoque aussi Venise par certains côtés. Et qui est faite par des canaux. Qui est composite avec des canaux, tout à fait. Et donc, une immense statue d'un guerrier, ça rappelle le colosse de Rhodes érigé par les Rhodiens après avoir surmonter l'assaut de Démétrios Poliorcète à la fin du IVe siècle. Exactement. On retrouve l'imaginaire des 7 merveilles du monde chez Martine, qui a son propre livre qui s'appelle Les 9 merveilles de l'homme. Donc voilà, on a ça. Ce sont des cités qui ont leur propre gouvernement, des gouvernements très très différents. À chaque fois, on a plusieurs systèmes politiques, on a une trihiérarchie, on a des magistrats à Bravos. C'est vraiment une grande diversité de pouvoirs politiques qui se font souvent la guerre. Donc là, on pense au monde grec, évidemment. Voilà, c'est pas sans rappeler les cités-États de la Grèce antique. Ce sont des cités qui sont toutes marchandes et qui construisent vraiment leur pouvoir sur les marchands, sur les richesses, etc. Ils commercent avec l'Orient. Et donc ça rappelle Venise, bien entendu, et les cités médiévales d'Italie. Ouais, d'autant qu'à Bravos, il y a également une banque qu'on appelle la Banque de Fer, qui rappelle et qui prête de l'argent aux différents protagonistes de cette histoire, un petit peu à la façon dont les Médicis, par exemple, ont pu financer des conflits de l'Europe de la médiévale ou de la Renaissance, ou encore les banquiers siennois, les banquiers génois, etc. C'est ça. Et on a aussi au sein de cette société qu'il y a plusieurs éléments qui rappellent des éléments d'histoire moderne. On a par exemple à Bravos énormément de bretteurs, qui est une sorte d'institution à Bravos qui rappelle les duels nobles, etc., avec les rapières, qui est plus tiré quelque chose de médiéval. Et donc voilà, et c'est tous ces éléments tirés de plusieurs périodes historiques qui sont rassemblés de façon composite dans cet espace-là que sont les cités libres. Et au-delà des cités libres, on a encore tout le continent de Essos, qui est un continent très très large et qui lui va aller plutôt verser dans l'Antiquité, l'Antiquité orientale beaucoup, avec pas mal d'éléments, des clichés pareil qui sont repris. On a par exemple une référence à la bataille des Thermopyles, avec une bataille en fait qu'on appelle la bataille des 3000 dans le Trône de Fer, où vous avez les Dothraki, donc ce peuple de on va y revenir parce qu'il est en lui-même très intéressant, qui affronte une cité, qui affronte les Immaculés, qui tiennent leur position et qui résistent aux charges répétées des Dothraki, et donc qui rappellent, ces Immaculés sont 3000, et ça fait une référence aux les Immaculés qui eux-mêmes sont des esclaves militarisés, qui évoquent les Mamelouks, qui évoquent différentes formes d'esclavage militaire dans l'histoire. Alors dont la formation évoque aussi l'agogé de Sparte. Résister à la souffrance, s'endurcir, un mix de Spartiates et de Mamelouks. Tout ça. Ce qui renvoie aussi au fait que ce vaste continent, il a deux caractéristiques qui sont associées très fortement dans l'imaginaire au monde antique. Il y a l'esclavage et la barbarie. C'est deux choses qui sont marquantes et qui sont évidemment des clichés avec lequel l'auteur joue. L'esclavage et la barbarie. On va peut-être dire un mot d'abord de l'esclavage et de cet univers esclavagiste. L'esclavage, alors ça est surtout dans la baie dite des Serres, où c'est une institution, c'est le principal pôle de commerce d'esclaves, qui envoient leurs esclaves un petit peu partout dans les cités libres, sauf à Bravos. Bravos, c'est la seule cité où il n'y a pas d'esclaves. Et c'est fondé par d'anciens esclaves. Parce qu'elle est justement fondée par d'anciens esclaves. Mais ça, ils sont héritiers en fait de l'empire de Valyria, qui était un empire qui, 400 ans avant le début du Trône de Fer, en fait, étendait son emprise sur Essos, et qui rappelle très fortement l'Empire romain. Oui, d'autant qu'il a été englouti, il a disparu brutalement, à la manière dont on supposerait que Rome a chuté brutalement. Les choses sont évidemment un peu plus compliquées. Alors cette présence de l'esclavage est intéressante quand même, parce que dans une série qui est centrée presque exclusivement sur les grands personnages, leurs actions, les palais, les intrigues de cour, etc. C'est presque la seule présence d'un enjeu en tant soit peu social, c'est-à-dire de l'idée qu'il y a de la domination, que cette domination peut être renversée, que les masses peuvent jouer un rôle politique.
même si ces masses, elles ne jouent un rôle que quand la reine vient les libérer avec ses dragons. C'est pas... Ils ont quand même peu d'autonomie, ces esclaves. C'est vrai qu'ils ont peu d'autonomie, et c'est quelque chose qu'on retrouve aussi à Westeros, sous les masses des populations. En fait, il y a très très peu, par exemple, de révoltes qu'on trouve. Alors on trouve un petit peu à Port-Réal, parce qu'il y a King's Landing, dans la version anglaise, Port-Réal. Au moment où il y a une révolte, parce que le peuple a faim, parce qu'il est enfermé, parce qu'il y a la guerre qui arrive. Mais ça reste pas très politisé, parce que c'est ça. Les masses sont vraiment pas très jeter de la bouse sur les rois, donc c'est pas non plus massacrer quelques personnages aussi. La vision du bas peuple, elle est évidemment très péjorative. Et alors du coup, l'esclavage, ça rappelle quand même que même si on s'occupe beaucoup de gens qui sont sur des trônes et de gens qui aspirent au trône, la domination des puissants sur les plus faibles n'est pas quelque chose qui est parfaitement admis par tous les protagonistes. Daenerys, qui est la source de sa légitimité, c'est justement qu'elle est la briseuse de chaînes, qu'elle veut émanciper ses esclaves. Tout à fait. Elle a du mal avec ça parce qu'elle vient de la culture de Westeros, même si elle a pas, elle a grandi à Essos, mais elle a reçu des codes qui viennent de Westeros pour lequel l'esclavage est quelque chose à bannir. Alors que c'est quelque chose qui est intégré aux sociétés d'Essos qui trouvent ça normal en fait d'avoir des esclaves. Et donc effectivement, elle va suivre tout un chemin pour. Alors elle-même a été vendue, elle-même comme esclave en fait, elle n'avait pas le nom d'esclave, mais a été vendue en mariage à Khal Drogo, n'a pas été toujours facile. Et donc, quelque part, en libérant aussi ses esclaves, elle se libère par la même. Mais c'est évidemment quelque chose qui n'est pas facile, et c'est quelque chose qui est très intéressant chez Martine, c'est qu'il ne suffit pas pour elle de libérer les esclaves, il faut ensuite construire leur liberté. Oui, c'est quelque chose qui la bloque d'ailleurs et qui a même bloqué Martine dans l'écriture de ses livres, puisqu'il est bloqué dans cette ville, Meereen, où elle essaie de régner, et c'est un peu interminable, mais c'est aussi les problèmes concrets. C'est là aussi où la série, ça tout le monde l'a dit, on le sait, elle s'est éloignée des tropes de la fantasy, disons, les plus simplistes, en montrant une réalité difficile, des personnages qui ne l'emportent pas toujours, des personnages qui sont confrontés à des problèmes réels de la façon dont on gouverne, et on se rend compte que c'est plus compliqué que simplement brandir une épée ou faire cracher le feu à un dragon. Quand elle choisit de rester à Meereen pour gouverner, elle fait face à énormément de problèmes. L'ancienne noblesse de Meereen qui est enfermée dans ses pyramides, les esclaves qui n'arrivent plus à se nourrir, puisqu'avant ils étaient nourris donc par leur maître, qui n'arrivent plus à se nourrir parce qu'en plus il y a un siège qui fait que au niveau de l'approvisionnement des villes c'est pas évident, et donc il faut que les esclaves nouvellement affranchis trouve une nouvelle place dans cette société qu'elle essaye de construire et à laquelle elle arrive vraiment pas, et ça se termine vers son envolée sur un dragon, en laissant une ville qui subit un siège avec des tensions internes, et ce sera intéressant de voir comment est-ce que tout ça se réglera. Alors l'autre aspect donc, qui renvoie au monde antique sur ce vaste continent oriental, ce sont les Dothraki, ce sont ces barbares, alors eux-mêmes des composites, mais des composites qui ont des liens quand même très directs avec ce que nous disent un certain nombre de sources antiques sur diverses populations, des populations de la steppe, des plaines, des populations cavalières. C'est ça. Alors George Martin au début donc parlait des Huns et des Alains, les Mongols. Les Mongols, voilà, je l'ai cherché. Et après, il a commencé aussi à parler des Scythes. Donc, on retrouve cet imaginaire du peuple à cheval. Dans la série, on convoque pas mal l'imaginaire aussi des Amérindiens, avec plutôt un équipement léger, etc., alors que les Mongols, c'était plutôt de la cavalerie lourde. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir comment se construit la figure du barbare dans cet univers. Nous, on est introduit à cette population de Dothraki par un élément extérieur. C'est Daenerys qui ne connaît absolument pas, qui a peur en plus, qui est jeune, qui est confrontée à des mœurs qui sont totalement différentes des siennes. Qui est donnée en mariage à Khal Drogo. Qui est donnée en mariage à Khal Drogo. Alors le mariage au passage, qui revient très fréquemment comme nœud narratif chez Martin. Dis-moi comment tu te maries et je te dirai qui tu es. Parce mais tout est extrêmement politique, et le mariage rouge, le mariage violet, ouais. Et puis le mariage ici de Khal Drogo, c'est évidemment à chaque fois des choses très importantes. Cette scène de mariage, elle introduit effectivement à cet univers barbare avec un passage de dialogue extraordinaire lorsque Daenerys demande comment on doit remercier, et son conseiller lui dit il n'y a pas de mot pour dire merci en Dothraki, et c'est là qu'on comprend qu'on est vraiment dans la barbarie, qu'on est avec des gens qui
ne maîtrisent aucun des codes élémentaires du rapport à l'autre. Et c'est quelque chose qui est intéressant aussi parce nous, lecteurs, à travers la découverte de ce peuple et de ses coutumes, en fait, on apprend à nuancer aussi cette vision de la barbarie. C'est un peuple qui a ses propres coutumes, ses propres lois, qui sont pas du tout dans les mêmes codes qu'à Westeros, hein. À Westeros, il y a aussi de la barbarie, c'est simplement qu'elle apparaît pas sous les mêmes formes. Les mariages forcés rentrent dans cette catégorie, mais c'est un peuple qui, même s'il est considéré comme barbare, a une vraie culture derrière. Grande partie fondée sur le pillage, certes. En tout cas, il y a des règles. La barbarie, c'est pas un monde sans règles. Parmi ces règles, notamment, on ne doit pas avoir de lame, on ne doit pas avoir d'épée lorsqu'on se trouve dans la cité sacrée des Dothraki. Ce qui paraît paradoxal, parce que c'est des gens qui sont très violents, qui aiment bien sortir leurs armes à toute occasion, mais là, ils se maîtrisent, ils ont une forme d'autocontention de la violence qu'on n'associerait pas spontanément à des barbares. Ça, c'est montré dans la série. Alors d'ailleurs, c'est l'occasion d'une scène fameuse, la scène où le frère de Daenerys va recevoir une couronne dorée de l'or fondu sur la tête. Au passage, l'or fond sans doute pas aussi vite, mais peu importe. C'est ça, ça fait un peu chocolat. Voilà, tout à fait. Mais alors, cette scène elle-même, elle renvoie à une narration antique. Il y a quelque chose qui s'en rapproche, qui est arrivé, notamment au 1er siècle, si je me souviens bien. C'est ça, 1er siècle avant Jésus-Christ. C'est Mithridate VI qui avait fait capturer un... Alors c'est Crassus, en fait. Je crois qu'il y en a deux. Il y a deux épisodes, il me semble, mais on vérifiera, on demandera à nos amis antiquisants de vérifier, mais que Mithridate avait également fait verser de l'or fondu dans la bouche d'un percepteur romain trop gourmand en Asie envers les populations. Ah, c'est possible, ça je ne la connaissais pas. Moi je connais l'histoire qui est la plus connue, celle de Crassus qui après la bataille de Car en 53 avant Jésus-Christ en fait, donc qui est vaincu par les Parthes. Crassus qui avait la réputation d'aimer l'or, d'aimer l'argent et qui se fait décapiter et verser de l'or fondu sur la tête pour se moquer de son amour. Voilà, donc là on voit que George Martin, il a lu aussi ces textes, ou il les a lus directement ou indirectement, ça lui a été transmis, mais en tout cas il s'inspire d'un certain nombre d'anecdotes qui sont dans certaines sources antiques. Il y en a une autre aussi anecdote qui est au moment où Daenerys en fait prend la route, a fait le siège de Yunkai, donc dans la baie des Cerfs, et s'approche de Meereen, et où en fait pour l'impressionner, les nobles de Meereen en fait font crucifier tout le long de la voie des esclaves. Des enfants même. Des enfants, c'est ça, très sympathique. Et elle, en réponse, en fait, fait crucifier autour d'une place un membre de chaque famille noble. Ça fait référence, ça rappelle le sort de Spartacus et des esclaves après sa révolte. Que Pompée avait fait, Pompée et Crassus d'ailleurs avaient fait crucifier tout le long de la voie, je crois que c'est la voie Appia. Pour revenir un instant sur les Dothraki, il est intéressant aussi de voir qu'ils s'intègrent dans finalement un rapport plus large de la fantasy à ces populations à cheval. On sait que dans l'univers de Tolkien, il y a en particulier le monde de Rohan et des Rohirrim qui renvoient exactement au même type de fascination fascination issue du 19e finalement pour des populations à cheval, incarnant une forme de liberté, d'insoumission aux lois, etc., ou un univers très à part. Finalement, c'est aussi un écho des Dothraki à ces Rohirrim de Tolkien, sans doute. Tout à fait. Alors avec une vision très, très, très différente, dans le sens où ils ne sont pas présentés au début sous leur meilleur jour, alors que les Rohirrim sont vraiment l'incarnation de la bravoure, du courage. Ce sont des chevaliers en plus, les Rohirrim, lourdement armés, ce que ne sont pas les Dothraki, qui ont plutôt un équipement léger. Par rapport à la vision plutôt héritée du 19e siècle, George Martin est énormément empreint du mouvement orientaliste, mouvement qui a touché les arts, différents types d'arts au 19e siècle, qu'on retrouve à plusieurs niveaux à Essos. Par exemple, les pyramides à Meereen, les grandes pyramides qui sont des sièges, les maisons des familles, sont faites avec des briques de toutes les couleurs. Donc ça doit être assez cocasse à voir. Mais ça rappelle les représentations que faisaient les dessinateurs au 19e siècle des ziggourats, qui sont ces grands temples en Mésopotamie, qui reconstituaient les ziggourats avec chaque étage une couleur. Et voilà, ça c'est quelque chose, un univers qu'on retrouve un peu.
Alors il y a beaucoup d'autres éléments évidemment qui renvoient à des choses très concrètes du passé, on ne peut pas tous les passer en vue. Moi je voulais signaler quand même le rapport de George Martin au mur d'Adrien, puisqu'il a raconté qu'il a lui-même visité en Écosse ce mur d'Adrien, donc construit au second siècle de notre ère pour délimiter le monde romain au nord, à l'extrême nord de la Bretagne, et qu'il est monté en haut du mur et il a déclaré « Je me tenais sur le mur d'Adrien et j'essayais d'imaginer ce que ça voulait dire d'être un soldat romain envoyé ici depuis l'Italie ou depuis Antioche, de regarder au loin dans la distance, ne sachant pas qui pourrait émerger de la forêt. » Donc évidemment, il plaque là ses propres fantasmes sur ce qu'était la Bretagne romaine antique, parce que ça n'avait pas la même fonction, mais on comprend bien comment ensuite il a fait se tenir ces différents personnages, Jon et Tyrion au début de la série par exemple, en haut du mur, en regardant au loin, imaginant évidemment des choses redoutables. Qui s'étendait devant eux. Le mur fait aussi d'ailleurs écho à Villevieille. Donc le mur tiré d'inspiration antique fait écho à la citadelle de Villevieille, à sa tour, sa grande tour qui fait écho au phare d'Alexandrie. Et ce qui est drôle de voir, c'est que l'Antiquité borne en fait ce monde qui est plutôt tiré de l'univers médiéval. Et au-delà du mur, on a plutôt des populations qui vont tirer des caractéristiques d'un mélange de néolithique, âge du bronze, âge du fer européen. Avec un peu matinée de germain ou de Voilà, c'est ça, avec des populations qui ne maîtrisent pas la métallurgie, par exemple, mais qui utilisent des os, des ossements comme armes. Exactement, sont quand même, sauf un petit peuplade qu'on appelle les Tènes, qui sont au nord, qui maîtrisent le bronze. Mais voilà, ça renvoie à ça, on a vraiment une délimitation, et c'est ce qu'on disait, c'est que l'histoire se fait géographie. Alors il y aurait beaucoup d'autres anecdotes qu'on pourrait citer, la mort de Geoffrey qui renvoie à la mort d'Attila, qui a saigné du nez à son propre mariage, nous dit Priscus dans l'Antiquité, Cersei qui marche nue dans la ville, qui renverrait à la légende un peu de Lady Godiva au Moyen-Âge britannique. Bon, on ne peut pas tout raconter, en revanche je pense qu'on peut s'interroger sur, je pense que ce serait une bonne idée, on peut s'interroger peut-être sur les enjeux historiques réels, parce que après tout que des auteurs réinventent à leur façon l'Antiquité et le Moyen-Âge, c'est pas en soi nouveau. Ce qui est quand même intéressant dans l'œuvre de Martin, c'est qu'il travaille des enjeux qui sont des enjeux très réels, très importants pour les sociétés anciennes, en particulier les enjeux dynastiques. Au cœur de la série, au cœur des romans, il y a ces enjeux dynastiques qui sont indissolubles de la façon dont les sociétés anciennes de type monarchique, c'est-à-dire l'immense majorité, fonctionnaient. Les querelles dynastiques, ça a été un moteur de l'histoire, récurrent. On le sait à travers Philippe le Bel, Alexandre le Grand, on en a des quantités d'exemples. Et bien là, ces enjeux sont vraiment travaillés de très près, très finement, par une série qui s'interroge sur les questions de bâtardise, de légitimité, de règles de succession à respecter ou pas, et des rapports de pouvoir qui permettent ou non de les respecter. Donc là, il me semble qu'on a non pas de l'histoire réelle, mais qu'on a un aperçu de mécanismes historiques qui sont réels. C'est ça, en fait, alors il s'inspire énormément, ces deux grosses principales sources que sont la guerre des deux roses et les rois maudits. C'est vraiment, la question de la succession est au cœur de ces histoires, et effectivement il détaille de façon extrêmement précise tous les ressorts. Il s'appuie sur des ressorts qu'on retrouve en histoire. La légitimité, comment est-ce qu'on construit sa propre légitimité ? Par la force, par le symbole, par le sang, par une légitimité, elle peut être construite a posteriori. Par des stratégies matrimoniales notamment. C'est ça, exactement, énormément de mariages. La titulature aussi, qui est mise en avant par les rois. Les rois des 7 couronnes ont une titulature qui est roi des Andales, de Rohinard, des premiers hommes, qui sont des populations, et seigneur des 7 couronnes. Donc là, ça fait plus référence à un aspect géographique. Protecteur du royaume, là on fait référence à une idéologie qui est plutôt le roi comme protecteur de son royaume. Et les problèmes de succession dynastique, c'est quelque chose qui est au cœur de la saga principale, mais qui est aussi au cœur de son histoire des Targaryens, puisque George Martin, en fait, il a écrit sa saga principale, il a aussi écrit d'autres ouvrages qui parlent de l'histoire de sa saga, et notamment un ouvrage qui s'appelle Feu et Sang, qui raconte l'histoire de la dynastie Targaryen, et on retrouve exactement ces mêmes questions de succession, comment s'implante le pouvoir targaryen à Port-Réal, comment est-ce qu'il négocie l'installation et la diffusion de son pouvoir avec les familles existantes, avec la foi. Les dragons font clairement pas tout, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il suffit pas qu'il arrive avec des dragons pour imposer son pouvoir, il y a des négociations, des choses à mettre en place.
Alors ça, c'est un point qui, pour moi, le deuxième, disons, mécanisme historique qui fonctionne bien. Le premier, donc, c'est les questions de succession, en particulier les minorités royales, les régences, enfin voilà, tous ces enjeux-là énormément de choses. sont extrêmement travaillés. La place de la reine douairière aussi, qui est très important. La place le poids des grandes familles dans la succession. On est dans un monde où vraiment... pour arriver à régner, il faut avoir le soutien des grandes familles. Ouais, sauf quand on les supprime toutes en faisant exploser un sanctuaire. Bon, mais ça, c'est la fin. Ça, c'est dans la série. C'est la fin. Ça, c'est vraiment dans la série. Et dans la série, Martin n'aurait peut-être pas écrit de la même manière. Non, en tout cas, les gens se posent la question. En fait, chez Martin, pour l'instant, on n'a pas de disparition de grandes familles. Bon, ça sent pas très bon pour la Baratheon chez Martin, mais pour l'instant, on n'a pas de disparition de grandes familles. Et clairement, il y a tellement de familles qui existent qu'il y aura quelqu'un qui viendra revendiquer la suzeraineté sur tel ou tel territoire. Alors l'autre enjeu donc, qui me paraît très intéressant, en plus de ces questions de succession, c'est finalement aussi la question dans les sociétés pré-modernes, dans les sociétés anciennes, de l'exercice du pouvoir à distance. Hein. Comment on fait pour régner sur un vaste espace, sachant qu'on n'a pas d'administration encore très efficace, l'écriture n'est pas pleinement maîtrisée dans la série et dans les livres, c'est quelques personnages, les maîtres qui la maîtrisent, qui utilisent des corbeaux, bon, mais on se rend compte que c'est quand même pas quelque chose qui est d'une efficacité totale. Donc comment on fait pour régner sur de vastes espaces sans être physiquement présent? Là, il y a toute une série de mécanismes que la série travaille. Alors, les serments de loyauté, hein, donc qu'est-ce qui fonde la loyauté et comment on s'assure la loyauté? Notamment en ayant des otages, en gardant chez soi des jeunes gens, des seigneurs que l'on a soumis, de ses vassaux. Le système des pupilles, tout à fait. Alors, Théon, par exemple. Théon, alors ça n'a pas empêché qu'il fasse preuve de déloyauté par la suite, mais initialement, en tout cas, pour s'assurer la loyauté d'un seigneur que l'on a vaincu ou que l'on a soumis ou qui est son vassal, eh bien, on va on va plutôt récupérer un jeune homme de sa famille et puis ainsi maintenir des liens. Donc cette question du pouvoir à distance, hein, c'est quand même une question fondamentale de l'exercice du pouvoir dans les sociétés anciennes. Et bien là, on voit que la série met en scène un certain nombre de mécanismes qui sont très opérants. On a les liens entre les vassaux, hein, la délégation du pouvoir par le biais des vassaux et le roi, en fait, ce lien-là, il est fondé sur des liens personnels. On va prêter serment au roi à Port-Réal au moment de sa succession. C'est quelque chose qu'on retrouve dès le tout début des règnes des Targaryens et qu'on retrouve dans la série avec Geoffrey qui convoque tous ses grands seigneurs pour venir lui prêter serment. Alors, par rapport à ces histoires de communication, il existe des routes au sein de Westeros, des routes qui ont été construites par le roi qui s'appelle Jaehaerys Ier, qui est un roi assez intéressant à étudier, qui construit l'unité de son territoire. Aegon Targaryen est arrivé dans un monde où il y avait plusieurs royaume, et c'est Jaehaerys, un de ses successeurs, qui tente de l'unifier en faisant construire des routes pour faciliter les communications, en essayant d'établir un code de loi, en rassemblant les différentes lois qui existent. Il y a juste le cas de Dorne qui est un petit peu à part, parce que Dorne n'est rattaché que plus tard à la couronne, en centralisant la justice aussi, c'est le roi qui est source de la justice et il les délègue à ses vassaux l'exercice de sa justice. Il retire même à la fois en fait la justice, c'est lui qui juge tout. Alors l'élément qu'on retrouve peut-être pas trop dans le Trône de Fer, c'est la question de l'impôt. On a des taxes, on sait qu'il existe des taxes sur les produits de luxe, par exemple, voilà, quelque chose plutôt, je trouve, qu'il y a des considérations contemporaines, mais on ne sait pas s'il y avait des impôts, a priori, enfin on les voit pas trop, c'est quelque chose qu'il n'a pas trop développé. On voit peu les gens ordinaires, on voit de temps en temps un aubergiste ici et là, alors on le voit quand on suit Arya, elle parcourt le centre du continent, et donc là il y a des gens un peu et Brienne aussi dans les chapitres de l'Intégral 4 qui n'ont pas toujours été bien reçus par les lecteurs, ces chapitres-là, mais on voit un peu la société, les paysans, et c'est vrai qu'ils font un peu masse. Et on s'intéresse plus à la noblesse, mais ils sont pas non plus absents. Ils sont là, on voit leurs problèmes, on voit leur fonctionnement. Alors, il n'existe pas de serfs dans le Trône de Fer, le terme n'existe pas. C'est la traduction française qui les a ajoutés, mais dans le texte original, il n'y a pas de serfs. Vraiment des paysans. On ne connaît pas non plus vraiment leur statut, en fait. Est-ce qu'ils étaient rattachés à la terre? Est-ce qu'ils étaient rattachés à leur seigneur?
Bon, ils étaient forcément rattachés à leur seigneur. On sent que c'est pas ce qui a le plus intéressé. Voilà, c'est ça. Vraiment, c'est vraiment les mécanismes de politique, les mécanismes de succession. Alors, on a énormément de détails sur les lois de succession au trône de fer. On en a moins sur... Alors, on en a sur les familles, mais pas sur le peuple. Alors pour terminer peut-être, on va aborder un aspect qui est intéressant, c'est que c'est un univers qui a sa propre histoire, qui a sa propre chronologie, avec son avant et après telle date. Alors là, c'est pas Jésus-Christ, mais c'est avant et après la conquête. On a son propre univers qui a disparu, c'est Valyria, la Valyrie qui était l'ancien empire dont il ne reste que des ruines. Donc on a ce rapport au temps interne à la série, dont d'ailleurs certains personnages se préoccupent, puisqu'on sait par exemple que Tywin Lannister, son obsession, c'est de s'inscrire dans le temps, d'inscrire son nom, faire en sorte que son nom reste, que sa famille reste, etc. Donc ce rapport au temps, c'est aussi un rapport que Martin a placé au cœur de sa série, qui a son propre passé en quelque sorte. C'est ça, il a construit son passé, il l'étoffe de plus en plus. Et on voit directement dès les premiers chapitres qu'on est dans un monde qui a une histoire longue. Parce que le premier chapitre, qui est le prologue où on suit les patrouilleurs de la garde de nuit au-delà du mur, il parle de contes de leur nourrice, ils parlent de grandes familles qui sont anciennes, etc. Donc déjà on est introduit à un univers où il y a une histoire. C'est quelque chose qui s'étoffe énormément par la suite. On a des ruines, plusieurs reprises. Mais pas seulement la Valyrie d'ailleurs. Et on a énormément de châteaux en ruine. Harrenhal qui a été brûlé par des dragons. Alors Harrenhal, paradoxalement, c'est un des châteaux les plus récents. Il a été construit juste avant l'arrivée d'Aegon, donc il a à peu près 300 ans ce château, alors que un château comme Winterfell a plus de 8000 ans. Voilà, ce qui, est intéressant d'un point de vue archéologique. Mais voilà, on a aussi... À Winterfell, où il y a une crypte où le passé est incarné par des statues. Il est incarné par des statues et par ces cryptes qui sont sur plusieurs étages, qui racontent en fait la généalogie de tous les rois de l'hiver. Donc avant qu'Aegon arrive, c'est les Stark étaient rois de l'hiver. Alors on a énormément aussi de contes qui viennent étoffer cet univers, qui rappelle aussi un petit peu tout ce qui est gestes arthuriennes, tout ce qui est contes du Moyen-Âge. Et puis des écrits que notre ami Sam va essayer de lire et de déchiffrer. Et Sam, en fait, c'est l'avatar de l'auteur d'une certaine façon. C'est lui dont on peut penser qu'il va mettre par écrit cette histoire. Il y a quelque chose qui est très courant comme théorie, et c'est vrai que c'est assez sympathique. Ce qui est intéressant, c'est qu'on ne connaît cet univers que via un point de vue qui est orienté. C'est-à-dire qu'on connaît l'histoire de cet univers par les mythes, les légendes, les contes qui ressortent de l'univers. On les connaît par l'histoire des personnages qui évoquent des éléments de l'histoire, notamment Tyrion, qui est un bon connaisseur de l'histoire. Bon, Cersei, il faudrait qu'elle révise son histoire, mais voilà. Et on connaît aussi cet univers par des livres qui sont écrits par des maîtres de la citadelle, mais du coup, ces maîtres, pour reconstituer l'histoire, ils s'appuient, parce qu'ils sont contemporains un petit peu, les deux maîtres qu'on a qui écrivent les histoires sont contemporains, Archimestre Gildain, Maître Yandel, vous chercherez sur l'encyclopédie de la garde de nuit, sont des personnages qui sont à peu près contemporains de la saga, qui ont écrit des ouvrages sur l'histoire et qui convoquent différents types de sources pour reconstruire leur histoire. Ils parlent de leurs sources, on a eu accès aux lettres, on a eu accès aux décrets, on a eu accès à d'autres historiens qui avant ont reconstruit cette histoire. Et donc voilà, on a vraiment quelque chose de très complexe là-dessus. Alors c'est une belle mise en abîme, les historiens dans cette histoire sur laquelle on va terminer. Où est-ce qu'on peut vous lire, Aurélie Passy, si on veut donc prolonger un petit peu, notamment vous écrivez un article sur le feu grégeois, je crois. Oui, c'est ça. Alors, allez voir sur le blog de la garde de nuit. On fait plusieurs articles de décryptage. Alors essentiellement sur les livres, on est beaucoup plus tourné sur les livres, des décryptages dans la saga. On a un article par exemple sur les règles de succession au trône de fer, et son rapport, c'est des références historiques à la loi salique par exemple. À titre personnel, j'ai quelques articles de parallèles historiques. Sur Néron notamment. Voilà, j'en ai un où je parle de la figure de Néron dans le trône de fer, notamment avec le personnage de Aerys II, sur le feu grégeois et sur Villevieille justement et sa citadelle et son phare.
Vous allez regarder les épisodes qui arrivent seul avec une bibliothèque ou en groupe avec des fans? Alors, à plusieurs choses, parce que d'abord seul, parce que j'ai pas envie de me faire spoiler en fait par tous les réseaux sociaux et que forcément, comme on va devoir un petit peu cadrer les choses, voilà. Et évidemment en groupe, où pour le coup on va un peu se lâcher. Hein. Quand on regarde en groupe, on regarde pas la série, on regarde entre nous. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Mais merci beaucoup à vous. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site parolehistoire.fr pour retrouver toutes les références mentionnées durant l'émission. Et à mercredi pour un nouvel épisode.